Et je vais donc donner la parole à notre rapporteur Jacques Grosperrin. Merci, Présidente. Je voudrais remercier Monsieur Jean-Michel Blanquer donc d'avoir accepté cette invitation, notre invitation, parce qu'il a toujours au sein en tant que recteur, mais également en tant que directeur général d'enseignement scolaire, su apporter des solutions novatrices dans beaucoup de difficultés qu'on rencontrait. Et c'est vrai que certains avaient tendance de dire que c'était des petits matins, des petites touches qui faisaient qu'à un moment donné, on pouvait faire évoluer le monde de l'éducation nationale qui est difficile à faire évoluer, changer, parce que c'est une grosse structure. Moi, avant de laisser la parole mes amis et collègues sénateurs, je voudrais vous poser trois questions. Vous en avez envisagé une, mais j'aurais souhaité que vous le prolongiez ou le développiez. La première, c'est le diagnostic d'une dégradation du climat scolaire. Alors, est-ce que c'est un effet ressenti? Est-ce que c'est une réalité? Souvent liée aux manifestations d'appartenance religieuse au sein des établissements, vous paraît-il, justifié? Plus largement, pensez-vous que l'école soit confrontée à une remise en cause de sa mission d'intégration et de formation des citoyens? C'est ma première question. La deuxième, est-ce que les valeurs républicaines, vous l'avez décrit dans vos propos liminaires, mais est-ce que vous pensez que les valeurs républicaines vous semblent suffisamment inculquées à l'école? Est-ce que le contenu des enseignements et l'organisation de la vie scolaire au sein des établissements vous semble-t-il adapté à l'accomplissement de cette mission? Vous avez parlé également, peut-être, si vous pouviez prolonger votre pensée par rapport à l'introduction à la rentrée prochaine d'un enseignement moral et civique. Et enfin, une troisième question, c'est face à ce qui s'est passé, mais c'est vrai que cette mission a été créée, pas seulement à cause de cela, c'est aussi parce qu'on a voulu, à un moment donné, s'interroger sur les valeurs républicaines à l'école. Beaucoup d'enseignants nous ont dit ne pas se sentir suffisamment préparés, soutenus par leur hiérarchie. Et c'est vrai que les chefs d'établissement et les corps intermédiaires de l'éducation nationale, au premier rang, les inspecteurs d'éducation, est-ce qu'ils ont un rôle privilégié, particulier, spécifique à jouer? Telles seront mes trois questions avant que mes collègues puissent intervenir. Sur la dégradation du climat scolaire, il y a souvent des études et des chiffres sur ces questions. En plus, moi-même, je ne suis pas en ce moment même au ministère, donc je ne suis certainement pas la personne la plus à même de parler d'une dégradation récente du climat scolaire. Je pense, de façon générale, il y a eu des... On a observé certaines dégradations à la fois sur le plan pédagogique et sur le plan éducatif, à mon avis, plutôt vers les années 90, une sorte de trou d'air et depuis on est plus sur un plat, si je puis dire. C'est en tout cas le sentiment que j'ai. Mais ce plat est à un niveau de violence relativement élevé auquel il faut prendre garde. Donc il faudrait documenter ce que je suis en train de dire, l'étayer, mais c'est en tout cas l'analyse que je pouvais faire sur un certain nombre de sujets. Je ne voyais pas au long des années 2000 une augmentation de la violence, mais je la voyais installée à un niveau qui était déjà à regarder de près, même si évidemment il y a toujours une part inévitable de violence dans tout système. Néanmoins, on peut considérer qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Est-ce que de ce fait, on a des remèdes appropriés par rapport à cela? Là-dessus, je voudrais peut-être souligner deux ou trois choses. D'abord, l'importance de la relation avec les parents d'élèves. C'est un sujet essentiel. Dans toutes les études internationales, on montre très bien que dans les trois facteurs principaux de réussite du système scolaire, il y a la relation parents-élèves. Parents-professeurs, pardon. Comment est-ce qu'un système scolaire réussit à associer les parents au système, et surtout, dans quelle mesure y a-t-il convergence des valeurs entre la famille et l'école? Ça a beaucoup été dit après les événements de janvier qu'il ne fallait pas non plus charger l'école de tous les maux de la terre, que bien entendu beaucoup de choses naissaient en dehors d'elle. Et de ce point de vue-là, la communication entre parents et établissements est essentielle, et ce n'est pas un point fort du système français, on le sait bien, pour des raisons historiques bien connues, parfois, si j'ose dire, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Mais le fait est que ce n'est pas un climat de confiance qui existe aujourd'hui.
J'ai d'ailleurs l'habitude de considérer que ce mot de confiance est le mot-clé, parce que quand on fait référence au passé, parfois avec nostalgie, à la Troisième République en particulier, et que souvent on répond à cela, mais c'est une vision un petit peu éthérée du passé. En réalité, il y avait beaucoup de difficultés à l'époque aussi. Ma réponse, c'est qu'en effet, le système sous la Troisième République n'était pas idéal. Il y avait plein de choses, plein d'inégalités, plein de problèmes, mais il y avait une chose qu'effectivement on a moins aujourd'hui, il faut le dire, c'est pas du passéisme, c'est la confiance. Et cette nostalgie que nous avons, c'est une nostalgie de la confiance, à mes yeux. Et donc la confiance est un élément clé à restituer, et c'est pour ça que c'est tellement important, le genre de choses que vous faites là, et le consensus qu'on est capable de créer aussi bien localement que nationalement, parce que cette question du consensus d'une société autour de son école, c'est un peu comme les parents vis-à-vis de leur enfant. C'est-à-dire, s'il y a division, ça ne donne pas de bons résultats. Et s'il y a division entre école, société, école et famille, ça ne donne pas des bons résultats. On a fait une expérimentation qui est intéressante et qui est une bonne illustration de ce dont nous parlons, qui a été la mallette des parents. La mallette des parents, c'est en 2009, dans l'Académie de Créteil, 50 collèges où on fait des réunions parents, professeurs, notamment donc en 6e, notamment au premier trimestre, pour familiariser les parents aux enjeux du collège, les devoirs à faire, la façon dont ça fonctionne, comment faire réussir l'enfant, etc. Et c'est l'étude qui a représenté sur le plan scientifique un pas dans la vie de l'éducation nationale, puisque c'était la première fois qu'on faisait quelque chose d'aussi scientifiquement posé, c'est-à-dire qu'il y avait la fameuse méthode de la randomisation qui a permis de mesurer très précisément l'impact de cette politique. Et donc on a vu un impact fort sur la présence, donc le non-absentéisme des élèves, l'affaiblissement de la violence, et même un impact plus léger mais réel sur les résultats des élèves. Et c'est fort de cela qu'ensuite, quand j'étais directeur général de l'enseignement scolaire, on l'a élargi à 1300 établissements. Ensuite, on a fait une autre expérimentation en 3e pour l'orientation, ça c'était dans l'Académie de Versailles, toujours pour étendre, et puis relativement récemment, une en cours préparatoire, toujours avec la même inspiration. Et là, je vois que la ministre a déclaré qu'elle envisageait une généralisation de ce dispositif dans le cadre des mesures qu'elle a envisagées. Évidemment, je peux trouver que cela très, très positif. Bien sûr, il faut voir comment c'est envisagé, mais c'est, à mon avis, tout ce qui a trait à cette meilleure relation parents-établissement est bon. Donc ce facteur-là est à souligner comme étant parmi les plus importants. Je pourrais évidemment en souligner d'autres, mais comme il y a 2 autres questions, je passe à la deuxième question, qui est les valeurs républicaines sont-elles suffisamment inculquées ? Comment doit être pensée l'organisation de l'établissement et l'enseignement moral et civique ? Alors, évidemment, le contenu de l'enseignement moral et civique est fondamental, parce que c'est vrai qu'on peut avoir quelque chose d'un peu artificiel et inutile, ou voire contre-productif si ça n'est pas bien fait. Pour ça, moi, je pense beaucoup à des choses très simples et puis aussi aux vertus de l'exemplarité, mais en particulier à l'école primaire. Alors, on avait, en 2011, sorti une circulaire sur l'instruction morale et civique, que, honnêtement, je trouve qui dit plutôt l'essentiel sur ces sujets-là. Mais ensuite, ce que Vincent Payon a pu affirmer était tout à fait intéressant aussi. Et là aussi, il peut y avoir des continuités de politique publique. Mais en tout état de cause, l'idée était d'avoir, à l'école primaire en particulier, le rappel quotidien de principes moraux que l'on illustre par la vie quotidienne des élèves. Et je pense que là aussi, c'est quelque chose qui se faisait naturellement à l'école, qui est encore pratiqué d'ailleurs par beaucoup d'enseignants, mais ça n'est pas généralisé, ça n'est pas quelque chose d'automatique. Et surtout, quand on dit ça, on a peur de passer pour quelqu'un de nostalgique, archaïque, désuet, ce qui est absurde, c'est littéralement absurde. C'est-à-dire que quand vous êtes parent, vous faites ça, de facto, quand vous voulez éduquer votre enfant, vous faites ce genre de choses. Vous dites, regarde, monsieur qui n'a pas traversé dans les clous, c'est dangereux, et vous faites ce genre de choses. Donc on ne voit pas pourquoi on s'interdirait de le faire en formalisant ça un petit peu, la petite maxime que l'on écrit le matin, le conte à partir duquel on tire une leçon de morale, mais qui crée un moment collectif, un moment un petit peu solennalisé pour que les enfants s'imprègnent des principes de respect d'autrui, puisqu'encore une fois, le respect d'autrui est fondamental. Et puis ensuite, dans les âges plus grands,
au collège et au lycée. Là, je crois beaucoup, personnellement, à rendre plus mûrs les adolescents, à les responsabiliser davantage à partir de l'entrée en sixième. Ma conviction sur ce sujet, c'est que on a, dans le passage du CM2 en sixième, une césure qui est toujours soulignée comme un problème, avec les enfants qui ont connu un maître ou une maîtresse unique, les connaissant bien, etc. Puis ensuite, devant un grand nombre de professeurs, pas forcément bien reliés entre eux. Il faut atténuer cela, c'est ce que plusieurs ministres successifs ont cherché à faire, et l'ont fait sans doute insuffisamment, mais en tout cas, c'est un sujet qui a un peu progressé au long des dernières années. Mais il faut aussi donc atténuer cette césure et en même temps l'assumer. C'est-à-dire que, puisque c'est ainsi, puisque de toutes les façons, il y a une école primaire et un collège, eh bien, faisons de ce moment une forme d'initiation républicaine pour le préadolescent qui entre en sixième, et qui est encore un peu enfant, et un adolescent en devenir. Nous sommes dans des sociétés sécularisées où il n'y a plus le sacré au cœur des principes de la République, mais où le besoin d'appartenance est très fort et peut s'exprimer de manière non canalisée, si je puis dire, si la République n'a pas elle-même fait droit à ce besoin de sens. Et donc, on souligne souvent les éventuels problèmes du côté du fondamentalisme religieux, mais il y a aussi tout le phénomène des gangs, tout le phénomène des bandes qui s'organisent et qui sont d'une certaine façon, un peu comme on le voit dans certains pays, par exemple, le cas typique c'est l'Amérique centrale, qui sont en réalité des phénomènes justement d'appartenance. C'est quand la collectivité n'a pas assumé le besoin de sens et de collectivité de l'enfant que la nature ayant horreur du vide, il va y avoir ce genre de phénomène. Donc il faut que le collège n'est pas là que pour dire à 9h tu vas faire du français, à 10h de l'histoire et à 11h des maths. Avec, on sait bien, tout ce que ça comporte comme côté artificiel et comme difficulté à faire sens pour beaucoup d'enfants. On a besoin, je pense, au début de la sixième, de rassembler les enfants avec les professeurs pendant un certain temps, en septembre, pour leur expliquer ce qui va leur arriver, que cela fasse sens, qu'on relie les disciplines, que les enjeux moraux et civiques soient explicités, et que les enjeux de devenir adolescent et ensuite adulte commencent à être explicités, qu'on commence à prendre au sérieux le préadolescent, comme le font toutes les sociétés depuis toujours. C'est-à-dire, il y a à un moment donné, à l'adolescence, quelque chose qui doit être un peu solennisé, et nous ne le faisons plus. Et si nous ne le faisons plus, d'autres le font. Donc, ça renvoie aussi à la question de l'organisation de l'établissement. Là, je dirais juste 2 mots pour dire, puisque c'était votre question, que dans mon introduction, j'ai dit à quel point il fallait faire une communauté unie des adultes. Aujourd'hui, et ça fait la transition avec votre 3e question, les organigrammes de l'éducation nationale sont beaucoup trop souvent en râteau. En gros, vous avez le chef d'établissement, la salle des professeurs, pour dire vite. Une des clés d'évolution, c'est une gouvernance beaucoup plus collective, un système beaucoup plus partagé, avec des professeurs qui prennent des responsabilités, à tour de rôle éventuellement, et donc qu'on considère que l'équipe de direction, c'est pas une personne, ou 2 personnes, ou même 3, mais 10 personnes qui sont tel professeur devenu doyen des lettres, tel autre devenu responsable des études pour la classe de 6e, tel autre de 5e, de 4e, de 3e. Bref, une vraie communauté responsabilisée qui permet de faire le lien avec l'ensemble des professeurs. Je pourrais faire des développements aussi sur le rôle du CDI dans le futur et comment il pourrait être aussi un lieu beaucoup plus collectif et beaucoup plus épanouissant. Mais en tout cas, une communauté plus soudée, tout simplement. Et là, cette communauté-là donne l'exemple. Ce que je dis n'est ni une utopie, ni une rêverie, puisque ça existe. En réalité, évidemment, et c'est là qu'il y a quand même des éléments d'optimisme, des établissements en France font ça ou tendent vers cela et réussissent. Et l'exemple typique, c'est les établissements français à l'étranger, qui sont des succès considérables, comme on le sait tous. Bon, évidemment, avec des conditions de température et de pression différentes d'autres établissements, mais néanmoins, on voit bien que quand ces fondamentaux-là sont mis en œuvre, ça fonctionne. Alors, la préparation des enseignants et le soutien de la hiérarchie et le rôle des inspecteurs sont-ils adaptés par rapport à tout cela ? Je pense que la réponse est donc non. Sur la formation des professeurs, nous savons bien que nous
nous poursuivons une amélioration qui n'a pas encore eu lieu. Il faudrait en parler longtemps, mais il y a des choses assez schématiques ont pu être dites de tous les côtés sur ces questions. Le fait est que la situation n'est pas bonne, que le fait d'avoir créé les SP peut être intéressant, parce que le problème, c'est pas la mécanique institutionnelle que l'on crée, parce que par exemple la mécanique UFM en soi n'était pas une mauvaise chose, pas plus que la mécanique des SP, puisqu'on a en effet bien besoin d'un lieu de nature universitaire où on enseigne aux professeurs. La question, c'est ce qui s'y passe pour de vrai et les personnes que l'on y met pour enseigner. Et donc, plutôt que de se focaliser sur ces questions presque de processus, qui sont convenables là, telles que c'est formulé aujourd'hui, c'est la question de qui et quoi s'y trouve. Et là, j'ai évidemment... je considère, même si c'est pas toujours apprécié quand je le dis, que c'est ça qu'il faut repenser complètement. J'ai insisté au début de mon propos sur l'importance des sciences cognitives, par exemple. Je pense que la pensée de ceux qui travaillent en sciences cognitives est très importante et qu'elle peut avoir un effet en fontaine sur l'ensemble du système si elle est réellement prise en compte. Si on a des enseignants qui connaissent bien les enjeux cognitifs des enfants et des adolescents, ils sont évidemment plus à l'aise pour en parler. De même, je pense que certains philosophes, anthropologues, qui aujourd'hui ne sont pas tellement étudiés dans les SP, pourraient avec profit être plus étudiés. En tout cas, il y a une sorte de nécessité de repenser ce qui s'y passe sur le fond et le type de personnes qui enseignent. Enfin, toujours pour la formation des professeurs, initiale et continue, le continu est extrêmement important, des praticiens, c'est quelque chose de très important, d'avoir des patriciens et des praticiens chevronnés dans ces établissements. Et puis sur le rôle de l'inspection, c'est vrai que aujourd'hui, nous avons une vision totalement infantilisante de notre système. D'ailleurs, c'est peut-être un des mots-clés de l'analyse que j'ai à proposer. On a un système donc infantilisant, de bout en bout, d'un bout à l'autre de la chaîne. Ça va de pair avec ce que je disais sur les organigrammes en râteau. C'est infantilisant ça maintient l'enfant dans l'infantilisation, si je puis dire, et ça maintient les professeurs dans l'infantilisation. D'où les situations paradoxales dans lesquelles nous nous trouvons, où on a un système à la fois très protestataire et en même temps très hiérarchisé, alors qu'on devrait justement avoir l'inverse, un système qui responsabilise et qui soit moins protestataire. Et donc ça, c'est évidemment des grands mouvements de fond qu'on doit enclencher. Et un des éléments pour y arriver, c'est de faire évoluer la fonction d'inspection. C'est dans un sens complètement différent, à la fois pour bien évaluer l'établissement en tant que tel, donc évaluer davantage la communauté, l'évolution collective, encore plus que l'évolution individuelle, et en tout cas l'évolution individuelle, l'avoir dans un sens qui soit constructif pour faire améliorer les choses, en se basant sur les réussites de l'élève, et pas sur une espèce de conformisme attendu, et souvent très artificiel et superficiel, de la part de l'enseignant. Le tout en plus pour une gestion des ressources humaines sans grande marge de manœuvre. Donc tout ça est un système assez stérile aujourd'hui, qui mérite effectivement une grande évolution. Merci beaucoup, monsieur, pour ces paroles vraies, je dirais, parce que c'est important pour nous d'avoir des réponses et des amorces de nouvelles idées. Chers collègues, j'ai déjà une demande de, je crois, monsieur Kern. Ensuite, voilà, vous allez prendre les questions, madame Trodelet et monsieur Karl, et madame Pérol-Dumont. Vous prenez toutes les questions pour pouvoir après répondre dans le temps imparti, si je peux me permettre. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur Blanquer, c'est vrai que notre rapporteur a déjà posé pratiquement toutes les questions qu'on avait envie de poser. Mais ne trouvez-vous pas qu'aujourd'hui, les référentiels sont beaucoup trop chargés, avec le temps scolaire imparti, pour que les enseignants donnent encore une certaine priorité à enseigner les valeurs républicaines. Notamment, vous avez parlé de cette heure de morale qui ne serait pas malvenue, bien au contraire, mais souvent cette heure on la néglige, je trouve,
parce que justement le référentiel est trop chargé. Il y a un programme, les enseignants répètent, il y a un programme, il faut qu'on aille au bout de ce programme en maths, en français, en histoire géo, etc. Et puis, comment pensez-vous pouvoir soutenir aujourd'hui les enseignants pour affronter justement cette dégradation du climat scolaire, surtout face aux violences que je qualifierais beaucoup plus de verbales, on ne parle pas des violences physiques, mais les violences verbales des élèves envers les enseignants, sans parler des violences entre eux, au niveau des élèves, et également de la violence verbale des parents. Donc vous avez évoqué la mallette qui, je pense, est une très bonne chose, mais il y a aussi, quelque part, les enseignants sont aujourd'hui désarmés face à cette violence. Merci Madame la Présidente. Très rapidement, 2 questions, Monsieur Blanquer. La première, par rapport à l'intervention que vous avez pu faire sur l'école maternelle, je partage complètement le fait que l'enseignant doit suivre l'enfant à la fois dans la classe et en dehors de la classe. Parce que c'est un tout par rapport à cette sociabilisation vers laquelle on veut le conduire. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que les enseignants sont suffisamment épaulés et accompagnés par les professionnels qu'on met à leur disposition, comme je pense aux psychologues scolaires, etc. Et est-ce qu'aujourd'hui, ils y font suffisamment, est-ce qu'ils demandent suffisamment cet accompagnement? Deuxième question, au niveau du collège, là aussi je partage votre point de vue. L'enseignant aujourd'hui est cantonné dans sa mission d'enseignant dans sa classe. Il y a effectivement un grand travail à faire en dehors, cette communauté de professeurs que vous appelez de vos voeux, qui soit à la disposition des élèves, qui ait plus d'interactivité en dehors de la classe. Est-ce que vous pensez que cela pourrait passer par une augmentation du nombre d'heures, parce que nos enseignants font très peu d'heures dans les collèges, une augmentation du nombre d'heures, bien évidemment avec une rémunération adaptée, mais est-ce que vous pensez qu'on peut envisager ceci dans ce contexte-là? Oui, merci Madame la Présidente. Deux questions moi aussi. Vous avez parlé, Monsieur Blanquer, du lien direct entre le vocabulaire et la violence. Effectivement, moins on a de mots, plus on est violent. Alors comment faire pour que les jeunes acquièrent le plus tôt possible ces mots qui leur font défaut? Est-ce que ça passe par des mesures d'ordre pédagogique, d'enseignement? Est-ce que ça passe pas non plus par une mesure plus structurelle qui est inscrite dans la loi Jospin de 89, c'est-à-dire ce premier cycle qui intègre la dernière section de maternelle, CP, CE1. Deuxième question, vous y avez déjà en partie répondu à la question du rapporteur, concernant ce que j'appellerais le syndrome de la nation et ce manque de fierté, d'appartenance à la nation. Est-ce que ça ne devrait pas faire partie des maquettes de formation des enseignants dans ces futures écoles de formation? Et puis, est-ce qu'il ne faudrait pas remettre, à l'instar de ce que vous avez fait, à certains moments, un certain nombre de rituels qui vont développer ce sentiment d'appartenance à la nation? Dernière, Pérol. Merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Directeur, tout d'abord, vous dire combien personnellement j'adhère, et je crois que c'est notre cas à tous, aux remarques que vous avez faites par rapport à notre complexe face à l'idée de nation dans notre pays. Je pense que c'est unanimement partagé, quelles que soient nos appartenances politiques. Nous avons effectivement un problème par rapport à cette notion-là, à laquelle pour autant notre pays doit beaucoup, et à laquelle la notion doit beaucoup à notre pays. Donc je crois qu'il faut effectivement que nous fassions notre révolution culturelle par rapport à ceci, c'est le premier point. Deuxièmement, par rapport à vous avez dit aussi à travers votre propos, en filigrane, mais c'était complètement sous-entendu, et je vous en remercie, qu'il n'y a pas un ministre qui ne se soit pas attaqué à faire évoluer notre système scolaire. Or, on voit bien que les choses sont difficiles. La question, c'est est-ce que l'on n'assigne pas à l'école une mission qu'elle n'est pas à même seule d'assumer? C'est une question. Est-ce qu'on ne veut pas faire porter à l'école un certain nombre d'autres défaillances sociétales, familiales, etc. C'est un sujet qui, je pense, mérite notre réflexion. Il est clair que l'école ne peut pas tout. Les enfants y passent un temps limité. Et j'en voudrais simplement pour preuve la question des registres de langage. Les enseignants sont souvent très choqués par des
propos des élèves qui, dans la bouche des élèves, ne sont pas des propos choquants, qui sont des termes naturels dans leur milieu familial ou dans leur milieu social ou dans leur quartier. Donc cette question est une question fondamentale. Autre question que je souhaitais aborder avec vous, vous dites qu'il faut faire évoluer la fonction d'inspection. Mais cette fonction a déjà beaucoup évolué. L'inspecteur, les IPRIA ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 30 ans. Ils ne sont plus dans une logique, j'allais dire, de suspicion par rapport à l'enseignant. Ils ne viennent pas pour piéger. D'abord, ils préviennent à l'avance. Donc, ils ont fait évoluer leurs pratiques. Ils se sont souvent entourés de groupes de formateurs autour d'eux. Donc, on voit bien que sur le terrain, beaucoup d'expériences existent. Le décloisonnement des matières, des enseignants de sciences et de la vie de la Terre, par exemple, travaillent avec les profs de philo pour bien montrer le lien qu'il peut y avoir et montrer qu'il n'y a pas de cloisonnement dans l'appréhension d'une culture générale. Donc, beaucoup de choses se passent. On a plutôt le sentiment que c'est comment arriver à créer du lien, des tas de choses intéressantes qui se passent ici ou là, et le fait que finalement, on n'arrive pas à globaliser tout ça. Alors, je vais peut-être donner la parole à Monsieur Quesnel, qui apparemment avait quelque chose à rajouter au point où vous en êtes, je pense. Que... Oui, et comme ça, vous je pourrez rebondis sur ce qu'a dit ma collègue. Globaliser et faire durer un certain nombre d'expérimentations, parce que je crois que le diagnostic que vous avez émis et j'allais dire la posologie que vous avez prescrite, moi elle me convient tout à fait, mais le problème c'est que ça dure pas. En fait, à chaque renouvellement, voilà, il y a d'autres idées, des nouveautés, etc. Les enseignants ne s'y retrouvent plus, et c'est une évidence. Donc comment faire ? Est-ce qu'il faudra interdire que toute nouvelle réforme vienne dès lors qu'on a fait l'évaluation de la précédente, etc. Enfin bref, comment faire durer cette posologie pour qu'elle soit efficace? Monsieur Blanquer de répondre à toutes ces questions en respectant le temps. Donc, c'est-à-dire un petit quart d'heure. Voilà, un quart d'heure. Merci beaucoup. Bien, merci pour toutes ces questions. Donc, je vais les répondre dans l'ordre. D'abord, sur la question sur le fait que les référentiels sont trop chargés et qui donc ça laisserait peu de place aux questions, disons, d'instruction civique et morale. Alors, comme je l'ai dit en commençant, tout fait système, en effet. Donc, on doit forcément réfléchir à l'interdépendance des facteurs quand on parle de cela. Mais d'abord, les questions d'instruction morale et civique sont évidemment d'abord et avant tout des questions transversales. Et on doit s'attacher à voir comment elles sont présentes dans tous les programmes. Là, en ce moment, on parle beaucoup du latin et du grec. Il est évident que si vous étudiez Cicéron, il y a des messages d'instruction civique et morale qui passent, comme M. Jourdain fait de la prose, si je puis dire. Et puis, je fais quand même une grande distinction entre ce qui se passe à l'école primaire et au collège et au lycée. C'est à l'école primaire, il ne s'agit pas d'y consacrer 1 heure par jour, ce serait beaucoup trop. Ce petit moment un peu solennel peut très bien durer 5 à 10 minutes. Et ça peut être le moment par lequel, après chaque professeur le voit à sa façon, mais ça peut être le moment par lequel on commence la journée, par exemple, ou le moment par lequel on le finit. Tout est possible, mais c'est cette ritualisation qui n'est pas chronophage du tout, qui est souhaitable. Donc d'une part, transversalité, d'autre part, ritualisation sont des réponses qui permettent de résoudre la question du temps. Et je ne ferai pas de développement sur le sujet des programmes trop lourds, qui est un véritable sujet, mais qu'évidemment, je n'ai pas le temps de traiter là. Donc, je pense que l'aide aussi, par rapport aussi à ce que vous avez évoqué sur un peu la solitude et la difficulté des professeurs face à la violence, en effet, des mécanismes de solidarité doivent exister pour que jamais un professeur ne se trouve dans cette situation de façon seule. Il y aura toujours des incidents, toujours des parents qui font des choses surprenantes, mais dès lors qu'on ne se sent pas seul face à cela, une bonne partie du problème est déjà en voie d'être résolue. Cela me paraît essentiel. C'est aussi pas seulement le sujet des professeurs, mais de la communauté éducative. Il y a souvent des solutions qui apparaissent quand on est bien articulé avec le tissu social local, grâce à l'ensemble des personnels. J'ai beaucoup d'expériences en tête, à l'esprit en vous disant ça, et j'ai évidemment pas le temps de rentrer dans les détails, mais les solutions existent. Et sur cette question comme sur d'autres, je voudrais, et ça rejoint aussi une question l'une des questions, c'est il y a des endroits où ça se passe bien. Donc on sait qu'il y a des pays où ça se passe bien, il y a des lieux en France où ça se passe bien, à conditions sociales, culturelles et géographiques comparables. Donc c'est bien que c'est une question, et d'ailleurs c'est réjouissant, c'est une question
humaine. C'est une question d'avoir des gens qui font équipe, d'avoir une alchimie humaine qui se passe bien, ce qui passe en particulier par c'est à la fois la cause et la conséquence de la pérennité de l'équipe. Et ça permet donc d'avoir des réponses. Ensuite, par rapport à la deuxième question de Mme Troenlé sur les enseignants, sont-ils épaulés, les enseignants de maternelle, très insuffisamment. Et là, je pense que, et ça rejoint aussi la question de M. Carl tout à l'heure sur le cycle, je fais ce détour-là pour répondre à votre question, c'est-à-dire, je pense moi j'étais favorable au cycle tel qu'il est résulté de la loi de 1989 et tel que vous l'avez rappelé, et donc grande section CP, CE1. Il se trouve que ça a changé par la dernière loi, et en raison de la dernière question que vous avez posée sur la continuité des politiques éducatives, donc là j'en rassemble 3, je ne serais pas partisan de revenir au point d'avant, parce que justement on va dérouter tout le monde si on fait sans arrêt des allers-retours sur ces questions de cycle qui supposent la continuité. Donc il aurait, à mon avis, mieux valu qu'on ne change pas, mais puisqu'il en est ainsi, je sais que c'est une réponse peut-être à moitié satisfaisante, mais puisqu'il en est ainsi, essayons de jouer le jeu de cette maternelle, parce que ça a du sens aussi. Les deux peuvent se discuter, mais ça a du sens aussi de considérer la maternelle comme un tout. Et c'est une des manières de répondre à votre question, parce que, en effet, par exemple, si on avait dans le futur un certificat spécifique pour les enseignants qui enseignent en maternelle, qui s'ajoute à l'ensemble de leurs compétences, et que cela faisait l'objet d'une formation continue permanente, avec en effet les psychologues qui peuvent jouer un rôle fondamental. Je pense au sujet notamment des enfants handicapés ou des enfants précoces, ou de toutes sortes d'éléments de différenciation qu'on doit être capable de faire et pour lesquels les enseignants de maternelle sont insuffisamment formés aujourd'hui. On a besoin d'avoir une politique spécifique là-dessus. Ça passe notamment par la certification maternelle et l'appui d'équipes spécialisées, ce qui est un sujet en soi et qui n'est pas organisé réellement aujourd'hui. Ensuite, par rapport, toujours Mme Troenlé, à votre question sur le nombre d'heures que font les enseignants, à mes yeux, c'est un sujet qui doit être complètement assoupli. C'est-à-dire que parfois, les enseignants en font trop, parfois, ils n'en font pas assez. Ça dépend du lieu dont vous parlez, de la discipline dont vous parlez, des circonstances. C'est des choses qu'on doit pouvoir juger. Et donc, parfois, on a parlé d'annualisation du temps de travail pour résoudre ce problème. Moi, parfois, je parle de pluriannualisation du temps de travail. Je vais encore plus loin, c'est-à-dire, je considère qu'on doit avoir une approche en ressources humaines, et ça sera dans l'intérêt de tout le monde, ça peut être gagnant pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un professeur, à certains moments, pourrait faire beaucoup plus d'heures, à d'autres moments, beaucoup moins. Une appréciation pourrait être faite de cela en fonction de ce qui fait qu'ils ne sont pas des heures de classe. Et tout ceci donc, pourrait faire l'objet d'une vision globale à la fois du parcours de l'enseignant et de la vie de la collectivité qui serait très favorable. Si on avait une pluriannualisation, on pourrait envisager des petits moments sabbatiques, même pour les professeurs, pour qu'ils aillent se reformer à certains moments. Si vous mettez 3 mois sabbatiques au 3e trimestre, que vous collez aux vacances d'été, vous avez une vraie période pour se ressourcer, dont parfois certains peuvent avoir tout à fait besoin, et y compris pour apprendre des choses, etc. Donc c'est plutôt cette vision-là que je défendrais. Ce qui est aussi une façon d'éviter de dire les enseignants ne travaillent pas assez, alors que parfois les enseignants, ce que vous n'avez pas dit, mais en tout cas, pour éviter de rentrer dans ces débats qui existent parfois dans le pays, qui ne servent à rien finalement, mais prendre les choses d'un autre côté pour améliorer la vie professionnelle des professeurs et du coup avoir un impact positif sur les élèves, notamment en termes d'implication collective. Ensuite, sur la question de M. Carl sur le vocabulaire, et donc j'ai commencé à répondre sur le cycle. Oui, on peut avoir ce qu'on pourrait appeler une politique du vocabulaire. Je pense que c'est très, très important. C'est une politique on pourrait parler d'une politique nationale du vocabulaire, parce que ça passe par les médias en particulier, toute une série de choses volontaristes que l'on peut faire en la matière. Sur le plan pédagogique, ça peut passer par certaines approches, mais de nouveau, le chant, la musique peut jouer un rôle très important, par exemple, dans ce domaine, les contes lus à voix haute, etc. Il y a un programme, que vous connaissez, je pense, qui s'appelle Parler, P-A-R-L-E-R, qui a été d'abord expérimenté à Grenoble et à Lyon, et puis qu'on a étendu à d'autres zones qui, curieusement d'ailleurs, a été, je le signale au passage, un peu combattu par l'inspection générale du premier degré, ce que je ne peux que déplorer. Mais
ce programme a montré son utilité. Il porte notamment sur cela. Et il y a un autre programme qui en est dérivé, qui a d'ailleurs aussi existé en Martinique, et que l'on appelle Parler Bambin, et qui peut exister à la crèche. Et j'ai vu d'ailleurs que les pouvoirs publics avaient souhaité l'encourager ces derniers temps. Et c'est souhaitable en effet, et qui consiste à stimuler le vocabulaire à la crèche, puisqu'on sait très bien que l'enfant à la crèche ne doit sûrement pas être considéré comme un objet qu'on pose là, mais comme vraiment un nid de stimulation qu'il faut réaliser, et qui suppose professionnalisme, concentration, etc. Dans le livre, j'insiste d'ailleurs sur les méthodes Montessori de façon générale pour la maternelle, qui vont de pair avec cette question-là. Vous avez parlé vous êtes revenu sur la fierté de l'appartenance nationale et sur les rituels. Je crois que ce mot est un des mots-clés, en effet. Les rituels. L'être humain a besoin de rituels. Qu'est-ce que la République crée comme rituel ? C'est les distributions par exemple, à Créteil, on avait fait les distributions de baccalauréat, du diplôme de baccalauréat. Là aussi, c'est significatif de ce que vous avez dit, c'est-à-dire le fait qu'en France, on soit pratiquement un des seuls pays où il y a une si faible solennité de la remise de diplôme, quel que soit le diplôme, est un signe de cet affaiblissement du sentiment d'appartenance. Et ritualiser cela, et ritualiser bien des choses dès l'école primaire, me paraît souhaitable, et ce serait typiquement un sujet qui pourrait se définir de façon consensuelle dans le pays. Ensuite, par rapport aux questions d'Mme Pérol-Dumont, sur la question de la mission de l'école qui serait éventuellement trop large. Et c'est évidemment quelque chose qu'on doit toujours rappeler, en effet, pour commencer. C'est-à-dire que c'est contre-productif de demander de charger l'école de plus de mots que ce dont elle est responsable, parce qu'on crée des espèces de cercles vicieux du dénigrement, alors même qu'il se passe des choses exceptionnelles de la part de l'institution scolaire très souvent. Et que ça, on ne le souligne pas assez. Et puis par ailleurs, votre question renvoie effectivement à une vision générale du rôle de l'école dans la société. Alors là aussi, je pense que, si vous voulez, on peut avoir une conception qu'on pourrait appeler défensive de l'institution scolaire, en se disant, au fond, l'école est un sanctuaire, et cette école, sa mission première, c'est l'instruction. Et il faut faire très attention de ne pas lui demander trop d'autres choses, parce que sinon, en lui demandant trop d'autres choses, on la fait rater et ce qu'elle est censée faire et ce qu'on lui demande de faire en plus. Je crois que cette approche a beaucoup de force. Et en même temps, on ne peut pas s'en contenter. On est obligé de voir les choses comme elles sont et de prôner une approche offensive qui n'est pas contradictoire avec la précédente, mais qui est plus englobante et qui consiste à dire l'école a un rôle social dans son environnement. Parfois, c'est le service public du territoire concerné. C'est pourquoi, d'ailleurs, je pense que des évolutions futures pourraient consister à donner à donner des outils plus importants, des marges de manœuvre plus importantes au chef d'établissement dans la mission sociale autour de l'établissement, et le chef d'établissement est un personnage clé dans le pays, quoi. Et donc, comment est-ce qu'on tire toutes les conséquences de ce constat, y compris en termes de recrutement et de formation des chefs d'établissement. Et donc, cette situation fait que il faut assumer le fait que l'école doit rayonner dans son environnement et parfois assumer un peu plus que le temps scolaire. Et donc là, on peut raisonner par cercle concentrique sur ça. C'est tous les enjeux de l'accompagnement éducatif de 16h à 18h, des activités périscolaires qui doivent forcément être coordonnées entre l'école et les autres acteurs. Sinon, il y a beaucoup de choses contre-productives qui peuvent se réaliser. Et puis à l'extrême, il y a évidemment le sujet des internats, qui est un de mes sujets les plus chers, parce que c'est quand même la réponse ultime que l'on a quand on ne maîtrise plus les phénomènes extrascolaires qui ont pourtant un impact sur la vie scolaire. Vous pouvez faire un excellent travail de 8h à 17h et ce travail se défait comme la tapisserie de Pénélope après 17h, si vous voulez. Et donc les enseignants peuvent avoir le sentiment de labourer la mer. Face à cela, l'institution scolaire a historiquement une réponse, et cette réponse, c'est l'internat. Non pas comme un phénomène de fuite ou de déresponsabilisation de la famille, parce qu'on peut avoir tout à fait l'internat et associer l'association de la famille à ce qui se passe au travers de l'internat. Moi, j'ai vu, avec l'expérience des internats d'excellence, j'ai vu vraiment un lien avec la famille s'affirmer grâce à cela, parce que
avec des familles, des parents qui pouvaient dire explicitement je ne lâche pas du tout mon enfant, je vous le confie, mais c'est vrai que la situation a atteint certaines limites et je vous fais confiance et ensemble on va avoir un projet éducatif commun, quoi. Et ça, c'est évidemment extrêmement important. Donc là, la politique des internats, les internats d'excellence, aujourd'hui internats de la réussite, dont on pourrait souhaiter plus de vitalité, parce que la critique sur les internats d'excellence a malheureusement un petit peu cassé l'élan qu'il y avait autour de ça, alors qu'aujourd'hui, ce qu'on fait avec les internats de la réussite, c'est en réalité je pourrais en parler longuement, mais c'est en réalité les internats d'excellence moins l'électricité, si je puis dire, c'est-à-dire moins l'élan qu'on avait donné, parce que ça ne sert à rien de critiquer pour critiquer, alors qu'on a des résultats exceptionnels du côté des internats d'excellence, qui sont une des réponses intéressantes au sujet que nous évoquons aujourd'hui. Et puis, mais de façon générale, et ça a été dit par les différents ministres et jusqu'à notre actuel ministre de l'Éducation nationale, une politique volontariste des internats est importante et c'est pour ça qu'on peut se réjouir qu'il y ait des moyens qui aient été mis pour les investissements d'avenir sur ce sujet. Et puis, les IPR, tout à fait d'accord avec vous sur ce que vous avez dit sur l'évolution. Sur ce sujet comme sur d'autres, on peut effectivement combattre le cliché selon lequel l'éducation nationale resterait statique. En réalité, beaucoup de gens et de choses ont évolué, c'est le cas avec les IPR. Néanmoins, ça n'a jamais été repris de manière très systémique. Et il y a donc aujourd'hui, et puis vous avez donc une très grande hétérogénéité des pratiques. Et puis il y a aussi les perceptions, hein, même si si une bonne partie des IPR évoluent, les enseignants peuvent quand même continuer à les voir comme c'était autrefois. Et donc là-dessus, on doit repenser globalement la chose. Et puis, Monsieur Quesnel, vous m'offrez une très bonne façon de conclure, puisque par votre question, c'est finalement l'enjeu fondamental, c'est-à-dire la capacité à tracer des lignes directrices par-delà les alternances politiques, par-delà le temps, puisque le sujet éducatif est un sujet de très long terme. Et donc, effectivement, il serait bon qu'on réussisse et peut-être votre travail peut permettre cela, en tout cas préparer cela, c'est que sur une période de type 10 à 20 ans, on soit capable sur des grands axes qui sont définissables aujourd'hui, pour ma part je les perçois bien par-delà le clivage droite-gauche, qu'on soit capable de tenir sur 10 à 20 ans des grands axes éducatifs explicités vis-à-vis de la population, vis-à-vis desquels on ne dévie pas, vis-à-vis desquels il y aura toujours des inflexions à donner, il y aura toujours des marges pour évidemment des politiques spécifiques, mais on sera dans un cadre que tout le monde aura compris, auquel tout le monde aura adhéré. Et dans ce cas-là, on retrouvera cet ingrédient décisif dont j'ai parlé à un moment, qui est la confiance, et qui est ce qui manque un peu aujourd'hui. Merci, monsieur, pour ces propos très, très clairs et en plus en respectant le temps. Donc, on ne peut qu'admirer votre prestation et votre audition. Donc, nous aurons l'occasion, grâce à vos réponses, à rechercher peut-être un certain nombre de choses, de circulaires, de rapports. J'aimerais bien que vous nous fassiez passer le rapport dont vous avez parlé tout à l'heure sur les maternelles et un certain nombre d'autres choses. Mais en tout cas, merci beaucoup.